Cyril Melka, sans purée. Bonsoir ou bonjour et bienvenue donc à ce nouveau webinaire que j'ai intitulé « Peur de l'amour ». En fin de compte, ce webinaire, tout comme en fin de compte le webinaire sur la paranoïa, m'a été suggéré par une personne qui m'a à un moment donné écrit un mail. Comme vous le savez, je demande généralement aux gens de m'envoyer un mail avec des suggestions. Et donc, cette dame, parce que c'est une dame, m'a écrit donc qu'elle avait eu un problème par rapport, enfin après une séparation douloureuse, et que elle a donc fait une dépression, elle a perdu toute confiance aux hommes, etc. Et que, en fin de compte, aujourd'hui, elle avait un petit peu perdu sa confiance en l'amour, et même si c'était quand même pas sa première, elle avait la cinquantaine passée, donc c'était pas sa première séparation, mais celle-là, ça l'avait marquée d'une façon où elle avait tout à fait perdu sa confiance, et donc elle avait peur de démarrer une nouvelle relation. Et donc elle me suggérait de faire une vidéo là-dessus. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors, toute rupture, que ce soit une rupture d'une relation amoureuse comme ça ou que ce soit un divorce beaucoup plus compliqué, ça mène de toute façon à certaines périodes de deuil, à certaines périodes ça peut aller jusqu'à la dépression. Et il y a toujours, le plus souvent, une certaine perte de confiance en soi, ne serait-ce que pour quelques semaines. C'est tout à fait normal. Ce sont des choses qui arrivent et qui font partie donc du phénomène de la rupture, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire ou de se demander, mais est-ce que c'est moi qui ai merdouillé quelque part? Est-ce que c'est moi? C'est de ma faute? Généralement, on culpabilise aussi. Et ça mène donc à une perte de confiance. Si après 2 ans, comme c'est le cas dans cette situation, on en est toujours à se poser des questions et à avoir des doutes et à avoir des gros problèmes de confiance en soi, c'est parce qu'en fin de compte, on n'a pas géré la rupture. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce phénomène de rupture qui généralement dure, le plus gros dure 4 à 6 semaines, et après ça commence à aller plus facilement quand même. Mais si on ne travaille pas sur le phénomène de la rupture, eh ben, en fin de compte, on reste dans cette période, pour ainsi dire, indéfiniment. Alors, dans ce cas de figure, dans cette situation, la rupture dont je veux parler, ce n'est pas avec un sociopathe ou un narcissique ou une sociopathe, ce que vous voulez. Je veux parler là d'une relation avec une personne, dira-t-on, plus ou moins commune. Les ruptures ou les relations avec les personnalités toxiques, c'est un sujet à part que j'ai d'ailleurs traité dans d'autres webinaires et d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Là, on ne parle pas de ce genre de relations toxiques. On va parler donc d'une rupture conventionnelle, j'allais dire, c'est-à-dire une rupture avec une personne qu'on a aimée, qui nous a aimés et qui, pour une raison ou pour une autre, ça s'est mal passé. Maintenant, il faut aussi bien faire la différence parce que dans certaines situations, dans la plupart des situations, en fin de compte, ce qui nous manque, c'est la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas la relation amoureuse en elle-même, mais c'est la présence de cette personne. Parce que pendant le temps où on a été ensemble, le fait d'être avec cette personne, cela nous a apporté, ça a titillé nos centres du plaisir et ça a également déclenché dans notre cerveau un système de récompense. On s'est senti récompensé d'être avec cette personne. Si après la rupture, cette personne nous manque, alors dans le cas d'une
d'une personne toxique, c'est encore plus dangereux, mais dans le cas d'une personne conventionnelle, cela fait qu'en fin de compte, on va chercher à la revoir ou on va chercher éventuellement à garder un certain contact parce que cette présence ou ce que cela a représenté, on pense en avoir besoin pour activer notre centre de récompense. Et cela rend en fin de compte la rupture beaucoup plus compliquée et beaucoup plus difficile, et cela nous empêche de faire le deuil, comme on dit avec une expression que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, et on ne fait pas le deuil de cette relation, et de cette façon, on ne peut bien entendu pas non plus commencer une nouvelle relation. Il y a plusieurs points importants auxquels il faut penser et qui font la différence entre avancer et travailler au travers d'une rupture et puis, en fin de compte, la laisser derrière soi, ou rester bloqué dans cette rupture, comme cette dame, par exemple. Et les trois choses importantes, ça va être ce que vous dites à propos de cette rupture. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous vous dites de cette rupture? Est-ce que vous vous dites que c'est horrible, c'est insupportable, que vous n'allez pas pouvoir vivre comme ça? Enfin bref. Est-ce que vous vous dites que cette rupture est de votre faute? Est-ce que vous ressassez des périodes et des moments qui sont passés, en fin de compte, depuis bien longtemps? Donc, faites un petit peu le point sur ce que vous vous dites à propos de cette rupture. Certaines de ces choses sont logiques, sont bonnes et sont utilisables et vous permettront d'avancer. Et d'autres de ces choses vont tout simplement vous faire tourner en rond, vous tourner en bourrique et pas vous faire avancer. Voyez aussi ce que vous vous dites à propos de votre futur maintenant. Dans plusieurs situations, on peut se dire des choses un peu du genre, bah maintenant qu'il n'est plus là ou maintenant qu'elle n'est plus là, je peux plus vivre, je peux plus avancer, ma vie vaut plus rien, il n'y a plus de futur. Enfin bref, on voit des issues fermées devant soi et pas grand-chose d'autre. Et enfin, ce que vous vous dites à propos de vous. Le plus souvent, il peut y avoir de la culpabilité. Il peut aussi y avoir de la colère contre soi, il peut y avoir une espèce d'auto-sabotage, d'auto-dénigrement et plein de situations comme ça. Faites un peu le point sur ce que vous vous dites donc à propos de cette rupture, de votre futur et de vous. Dans beaucoup de situations, réfléchissez un petit peu à ce que vous ressentiez avant de vous rencontrer. Est-ce que vous vous êtes senti fier et confiant ou confiante? Et est-ce que ça a changé au fil du temps? Est-ce que ça a changé au fil du temps que vous avez passé ensemble? Est-ce que votre partenaire était une personne qui a eu beaucoup de succès ou qui était très appréciée des autres ou qui était particulièrement beau ou belle ou qui avait une personnalité impressionnante, qui en imposait aux autres? Est-ce que vous étiez dans une situation un petit peu, vous aviez une situation où vous avez perdu votre chance, où vous étiez en situation difficile en rencontrant votre partenaire? Et puis, est-ce que ça a changé au travers de cette relation? Est-ce que ça vous a aidé à vous remonter sur pied? Ou est-ce que le moment où vous vous êtes senti le mieux dans votre vie, c'était au début de cette relation? Enfin bref, posez-vous toutes ces questions et dites-vous bien que si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces questions, eh ben, c'est parce que vous vous attachez, en fin de compte, à une partie de la relation qu'il va falloir vous séparer. Vous êtes en état de deuil et il va vous falloir apprendre à vivre sans que cette personne soit là pour vous valoriser. On va revenir sur le thème de la valeur et de la valorisation parce que ça va être une des pierres tournantes de toute cette situation et ça va être en fin de compte, comme on va le voir dans un instant, la raison principale de ce mal-être. C'est cet état où l'on est, où on se dit que lorsqu'on était avec cette personne, lorsque cette personne nous aidait, nous soutenait, nous aidait, enfin bref, à avancer, on avait une valeur plus grande, plus importante que l'on a en ce moment, et qu'aujourd'hui, non seulement on a perdu la personne qu'on aimait et la personne qui nous aimait, mais en plus, donc on est totalement dévalorisé, on vaut plus rien, donc la rupture, elle nous a
rompu non seulement de notre petite chérie, mais elle nous a séparés de notre futur et d'une vue positive de nous-mêmes. Entre autres, quand on commence à entrer un petit peu dans ce jeu de pensée qui est relativement toxique pour nous, cela va mener à certaines choses qui vont retarder notre rétablissement. Vous vous doutez bien que si on commence à se victimiser en se disant, par exemple, de toute façon, ça m'arrive toujours, je tombe toujours mal, ou alors je casse toujours tout, je bousille toutes les relations, je casse tout ce que je touche, enfin bref. Si vous entrez dans une période de victimisation, vous n'allez pas pouvoir vous rétablir de cette rupture parce qu'en fin de compte, vous tournez en rond dans une pensée qui est néfaste et qui est en plus de ça totalement irrationnelle. Si vous tournez en rond aussi dans le genre de croyance qui dit que je ne trouverai jamais l'amour, maintenant ça y est, c'est fini, je ne trouverai plus l'amour, ou je ne pourrai plus être aimé par quelqu'un, eh ben, vous envoyez d'ailleurs des signaux qui en plus risquent de vous faire tomber dans les bras du premier manipulateur venu, ce qui en plus risque de vous renforcer dans cette idée que vous ne serez jamais aimé, que vous serez manipulé toute votre vie. Donc, ce genre de croyance est non seulement néfaste, mais extrêmement dangereuse par rapport à votre futur ou à vos relations futures. On peut entrer dans un système de pensée qui fait penser que ou fait croire qu'on ne trouvera jamais personne. Jamais personne ne m'aimera comme cette personne ne m'a aimé. Jamais je ne trouverai quelqu'un de toute façon avec la tronche que j'ai, mon quotient intellectuel, ma taille, ma grosseur, ma minceur, enfin bref. Après, on trouve différentes choses qui vont vous mener à une espèce d'auto-dénigrement. De toute façon, je peux rien faire, j'ai toujours tout cassé, etc. Cela peut mener à éventuellement un peu plus de consommation d'alcool ou de shit ou de passer un peu trop de temps sur les réseaux sociaux, qui dans ce cas-là, en plus de ça, va renforcer cette idée de solitude parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils vont poster des photos de en train de s'embrasser ou en vacances à Capri ou à Venise. Enfin, bref, tout ça, ça va vous renforcer un petit peu tout ça. Et donc, vous allez recommencer à vous victimiser et on repart à zéro. Et la roue tourne. Et tant que vous êtes dans cette roue, eh ben, vous pouvez tout simplement pas en sortir. Oui, un élément que j'avais également oublié, c'est qu'on focalise beaucoup donc sur la présence physique de l'ex. C'est pour ça qu'on va essayer de retrouver certaines excuses pour le revoir, pour le re-rencontrer, pour trouver une certaine utilité. Enfin bref, et cela fait donc que qu'on s'en sort pas. La raison principale et le plus gros problème qui donc peut vous bloquer et qui peut retarder donc ce rétablissement, c'est cette idée de valeur, de valorisation de la personne et de la valeur que l'on a en tant que personne. Alors, c'est un phénomène avec lequel j'ai quand même travaillé pendant pas mal d'années, comme tous les psys d'ailleurs, hein, c'est rien de spécial pour moi, c'est quelque chose, l'estime de soi, la valorisation, dévalorisation, c'est quelque chose qu'on apprend sur les bancs de l'école. Et en fin de compte, à un moment donné, j'ai cassé un petit peu cette notion de valeur parce que je m'en sortais plus. Alors, il faut savoir que j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec les problèmes que les gens qui avaient fait partie d'une secte, tels les témoins de Jéhovah ou la scientologie ou ce que vous voulez. Donc, les gens avaient fait partie d'une secte et puis donc, quand ils en sortaient, dans quel état de délabrement mental ils étaient, et donc pour les remettre sur pied, pour les aider à se remonter, etc., etc. C'est seulement un peu plus tard que je suis passé plutôt dans les troubles de la personnalité, justement parce que beaucoup de psys confondaient, et confondent toujours d'ailleurs, les troubles de la personnalité avec les personnes qui sortent d'une secte parce que leur système de valeurs, leur système de compréhension est très différent du nôtre. Alors, au début, quand je travaillais avec ces personnes qui sortaient de secte, j'utilisais les principes donc que j'avais appris et qu'on avait appris comme ça constamment et que tous les psys utilisent. Et donc, on peut mettre ça dans un schéma. C'est-à-dire que
On peut faire une croix donc, sur un morceau de papier. Alors prenez des notes, hein, parce que je ne vais pas répéter. Donc prenez un papier et un crayon, vous faites votre croix. Donc on fait une croix, et donc en haut, on a la valeur positive, et en bas, on a la valeur négative. Ensuite, donc dans le coin supérieur droit, on va parler de choses qui nous donnent de la valeur ou qui nous valorisent. Alors, qu'est-ce qui peut nous valoriser ou qu'est-ce qui peut nous donner une valeur positive? Ça peut être un statut dans la société, par exemple. Ça peut être une certaine profession, si on est ministre de l'Intérieur, par exemple. Ça peut être de l'argent, on peut en avoir beaucoup, par exemple. Ou si on a beaucoup de succès, ou si on a beaucoup d'amis, ou si on a, je ne sais pas moi, des biens comme telle une maison sur la Côte d'Azur, ou une cravate rouge. Enfin bref, après, toutes les choses sont possibles. Et donc, en bas à gauche, on va donc avoir le contraire, c'est-à-dire des personnes sans argent, sans succès, sans amis et sans cravate rouge. Et donc, en biais, on va avoir donc cette ligne diagonale qui va partir du bas en gauche pour aller jusqu'en haut à droite, qui va nous dire que plus on a d'argent, de succès, d'amis ou de biens, on va avoir une valeur positive. Et puis moins on en a, on va dégringoler le long de la diagonale et on va avoir donc une valeur négative. Là où les gens discutent, et là où la discussion n'en finit d'ailleurs pas, c'est lorsque l'on parle de ce qui nous donne une valeur positive ou une valeur négative. Donc, vous allez avoir les gens qui vont vous dire, bon, ben, l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, il contribue fortement quand même, et moi, ça ne me gênerait pas d'en avoir beaucoup, mais bon, on a des principes comme ça. Ben non, c'est pas ça qui donne de la valeur, c'est ceci, c'est cela. Enfin bref. Donc, on a plusieurs idées sur ce qui donne de la valeur ou ce qui valorise la personne. Et par exemple, dans le cas d'une relation, ça peut être d'avoir une relation avec une personne connue, belle, intelligente, souriante, qui avait du tchatch, qui était, etc., etc. Et ben, ça participe à vous donner de la valeur. À l'époque, donc pour revenir à mes anciens sectaires, pour eux, ce qui était de la valeur, c'était le fait d'être membre de telle ou telle secte ou d'avoir tel ou tel statut dans telle ou telle secte. Et une fois qu'ils étaient sortis de la secte et entrés dans le monde du quotidien, dans le monde dans lequel nous vivions tous, ben, ils avaient un problème parce qu'ils avaient appris à voir ce monde comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui était dévalorisant. Et donc, tout d'un coup, d'être devenu anonyme dans un monde qui contient des milliards de personnes, eh ben, ça leur faisait perdre de la valeur. Donc, dans ce cas, je faisais ce que j'avais appris à l'école, en fin de compte, c'est-à-dire qu'on leur apprenait « Ah, mais oui, mais votre valeur, ce n'est pas d'être grand prêtre dans la secte de Skippy, le grand gourou, mais c'est d'être un papa aimant avec votre famille. » Et pof, donc comme ça, on leur faisait remonter la ligne rouge. On enlevait donc en haut à droite, il n'y avait pas écrit argent, succès, amis et biens comme c'est le cas ici, mais il y avait par exemple écrit elle faire partie de la secte, faire partie de ceci, avoir tel et tel statut. Donc je remplaçais ces valeurs par des valeurs qui étaient plus proches de la société dans laquelle on vivait. Et en fin de compte, si vous y réfléchissez bien, c'est comme ça que la plupart des psys fonctionnent. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui vient, qui a un manque de confiance en soi, eh ben, on lui dit, mais oui, mais attendez, vous avez une autre valeur, vous avez votre valeur par la personne que vous êtes, vous savez dessiner, etc., etc. À côté de ça, j'enseignais à l'époque l'assertivité. Alors, j'étais l'un des premiers à enseigner l'assertivité au Danemark, c'était dans les années 80, début des années 80. Et donc, au départ, on enseignait ça chez les directeurs, les grandes boîtes, les grandes entreprises, etc., etc. Et donc, l'une des choses que l'on travaillait, c'était également cette notion de valeur. Et pour donner confiance aux gens, je leur faisais faire une liste où ils devaient m'écrire, par exemple, les choses qu'ils faisaient bien et les qualités qu'ils avaient, pour leur donner plus confiance en eux. Et après, on prenait ces qualités, on leur disait, bah, vous voyez, vous avez telle et telle qualité, vous avez telle et telle compétence. Et donc, on les mettait, bah, encore une fois, là, en haut à droite, là où il y a maintenant argent, succès, amis et biens, eh ben, il y avait les qualités de cette personne. Et puis, comme ça, on pouvait lui en booster le moral. À un moment donné, j'avais commencé à enseigner
également dans une école plus terre à terre pour la ville de Odense au Danemark, sur l'île de Fioni. Et donc on m'avait mis une classe de mères célibataires qui avaient du mal à trouver du travail, qui étaient chômeuses de longue durée. Et chômeur de longue durée au Danemark, c'est toute la vie, hein. Il n'y a pas de fin de droit, ça n'existe pas. Donc, chômeur de longue durée, c'était des personnes qui n'avaient pas travaillé pendant 30 ans, quoi. Et donc, c'était pour les motiver, etc. Et donc, pour leur booster leur confiance en elles, parce qu'elles n'en avaient pas beaucoup, eh ben, j'ai utilisé la même méthode. Et je leur ai dit, ben voilà, vous me mettez sur un papier vos compétences, vos qualités, ce que vous savez faire, etc. Et au moment de mettre tout ça en commun, de parler de tout ça, eh ben, il y avait beaucoup de ces dames qui avaient des pages blanches, ou avec un ou deux mots, éventuellement trois. Et les mots, c'était j'ai une très bonne écoute quand on a des problèmes. Il y avait beaucoup de nanas qui m'avaient écrit ça. J'écoute bien quand il y a des personnes qui ont des problèmes. Et puis il y en avait une autre qui avait mis que une de ses compétences, c'était de trouver les choses les moins chères au supermarché. Mais à part ça, il n'y avait rien. Et alors tout d'un coup, je les ai vus dégringoler cette ligne rouge là. Moi, j'essayais de les faire remonter. En fin de compte, j'étais en train de les enfoncer. Et c'est là où je me suis dit, mais en fin de compte, j'essaie de faire avec elles ce que aussi j'ai fait également avec ces anciens sectaires, c'est-à-dire leur faire remonter une ligne rouge, changer les valeurs, mais en fin de compte, on est toujours dans le même système. Et ce système ne marche pas. Parce que si on trouve de nouvelles compétences, si on trouve de nouvelles choses positives, par exemple, bon, disons argent. Ben oui, mais bon, bah, tu vois, tu as plein de fric, tu es bourré de fric, c'est bien, tu as une bonne valeur. Et le mec, il tombe en faillite. Tout à coup, il perd tout. Boum, il dégringole. Bon, bah, on va jouer sur autre chose. On va lui dire, bah oui, mais tu as une femme qui t'aime, tu as une famille qui t'aime, tu es aimé, etc., etc. Boum, il remonte la ligne. Et puis tout d'un coup, sa femme le quitte, elle a un amant ou je ne sais pas ce qui se passe. Boum, il redescend. Et comme ça, on peut continuer. Bon, c'est bien parce que point de vue business, ça fait marcher le cabinet et puis on a toujours des clients. Mais en fin de compte, ça aide pas beaucoup les gens. On finit par leur faire remonter et redescendre ce fameux fil rouge sans pour autant avancer. C'est donc pour ça que si vous avez cette idée de valeur, et c'est généralement là où est le problème dans une fin de relation, c'est qu'on se dit, maintenant je suis dévalorisé. Vous dégringolez cette ligne rouge et vous dites, je ne vaux rien, je ne vaux pas le coup d'être aimé, personne ne m'aimera jamais, je pourrai jamais retenir un mec ou une femme. Enfin bref, vous êtes tout au fond et ce que vous demandez ou ce dont vous croyez avoir besoin, c'est de quelqu'un qui vous met d'autres valeurs pour vous faire remonter la ligne rouge jusqu'au moment où vous la redégringolerez pour une raison ou pour une autre. En fin de compte, la solution du problème, elle n'est pas dans ce schéma, mais elle est en plein milieu de ce schéma. C'est-à-dire que notre valeur est nulle. Elle est de 0. Alors 0, ce n'est pas négatif. Ne croyez pas ça. Ce n'est pas positif, mais ce n'est pas négatif. Si vous voulez laisser tomber la dévalorisation, vous êtes obligé de laisser tomber la valorisation. C'est une condition sine qua non. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas garder un morceau du gâteau et laisser tomber l'autre. Ce qui est important et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est la différence entre la valeur absolue et la valeur relative. Pour pas faire paniquer trop de gens, je vais me prendre comme exemple, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais disons que je meurs demain. Je traverse la route en allant chercher le pain, je me fais écraser par une voiture, paf, Cyril aplati, crêpe par terre. Bon, ma femme va être désolée, du moins j'espère. La chienne aussi, vu que c'est moi qui fais le poulet le samedi. Mes clients, bah, ils vont être désolés aussi parce que bon, bah, j'espère quand même qu'on a un bon contact. Surtout s'ils ont payé, c'est encore plus con que ça parce qu'après c'est difficile de récupérer le fric. Et puis, ben, après un certain temps, on va m'oublier. Après un certain temps, ma femme, elle aura appris à vivre sans moi. La chienne, elle aura appris à manger que maman, elle fait le poulet aussi, donc pas de souci. Mes clients auront trouvé quelqu'un d'autre. De temps à autre, on pensera un peu à moi. Et puis, de moins en moins. Et puis, c'est tout. D'accord ?
en valeur absolue, ma valeur absolue, elle est de 0, nul, rien, 0. La Terre continuera à tourner, les choses continueront à arriver, il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments, il continuera à pleuvoir, et puis il n'y a pas de problème de CO2 dans l'atmosphère de toute façon, donc on vivra bien au-delà de 2030. Là où les choses importantes se produisent, c'est que j'ai une valeur relative. J'ai une valeur relative, c'est-à-dire que j'ai une valeur pour ma femme. La valeur que j'ai pour ma femme est très importante, j'espère. D'accord ? La valeur que l'on a vis-à-vis de quelqu'un n'est pas la même chose que la valeur que l'on a en règle générale. C'est pas parce que vous aviez une valeur pour la personne avec qui vous étiez en couple, et ce n'est pas parce que vous avez perdu cette valeur par rapport à la personne avec qui vous étiez en couple que vous avez perdu votre valeur absolue. Celle-là, de toute façon, elle est de 0, elle est exactement la même. Et vous pouvez parfaitement obtenir une valeur relative positive vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Cela n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous avez une valeur relative négative maintenant avec votre ancien ou ancienne partenaire que vous avez une valeur négative dans l'absolu et que vous avez une valeur négative pour tout le monde sur la Terre. C'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Donc, là où est le gros souci, et là où est la chose la plus importante, et je dirais que c'est la chose la plus importante dans tout ce webinaire, c'est qu'il vous faut apprendre à laisser tomber cette idée de valeur positive, négative, absolue, en vous disant que parce que vous avez une valeur relative ou parce que quelqu'un a une valeur relative pour vous, cette personne a une valeur absolue, ou vous avez une valeur absolue, ou vous êtes totalement dévalorisé. Laissez tomber tout à fait cette idée de valeur absolue. Votre valeur absolue est de 0. Votre valeur relative, elle est donc relative à la personne sur qui vous jetez votre dévolu ou qui jette son dévolu sur vous. Et cela, les deux choses n'ont en fin de compte rien à voir l'une avec l'autre, même s'il y a une similitude de nom. Une fois que vous avez compris ça, après, il y a plein de choses à faire pour se sortir de ce cercle infernal dans lequel vous êtes entré à un moment donné et dont vous avez du mal à vous ressortir. Alors, ce n'est pas tous les conseils, parce qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres qui peuvent être tout aussi bons. Ça va être certains trucs, certaines astuces qui peuvent vous aider à avancer. La première des choses qu'il vous faut faire, c'est vivre votre chagrin. Encore une fois, j'ai horreur de l'expression « faire son deuil ». Donc, je préfère utiliser « vivre votre chagrin ». C'est-à-dire, il est important de pleurer là où vous avez envie de pleurer, où vous avez besoin de pleurer. Quand vous pleurez, vous lâchez quelque chose. Et donc, il vous faudra pleurer et pleurer encore et pleurer encore. C'est quelque chose, si c'est une personne qui a été importante pour vous, si elle a été importante sur plusieurs plans, vous avez pas seulement, par exemple, perdu un partenaire, mais vous avez perdu un amant, vous avez perdu quelqu'un qui pouvait faire la cuisine ou qui pouvait réparer l'électricité, vous avez perdu un temps. Donc, vous allez avoir plusieurs chagrins, c'est normal. Vous allez avoir des chagrins au moment où ça arrive, bien entendu. Petit à petit, vous allez aussi avoir le chagrin au moment où vous allez ouvrir une bouteille de vin et vous dire, bah tiens, quand elle était là, ou s'il était là, boum, et donc ça va revenir. Donc, ce chagrin, il est nécessaire à vivre. Il faut le vivre, il faut le ressentir et apprendre à lâcher ce genre de choses. C'est extrêmement important. Deuxième chose, apprenez à vous pardonner, parce que vous avez sûrement, du moins j'imagine, bien entendu, commis des erreurs lors de cette relation. On en commet tous, donc je ne vois pas pourquoi ça ne vous arriverait pas. Et la chose la plus importante, c'est de se pardonner d'avoir commis ces erreurs. Alors, vous en avez commis, votre partenaire en a commis aussi, on en commet tous, et donc, ben oui, bien entendu, il est nécessaire de se pardonner d'avoir commis ces erreurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas apprendre de ces erreurs, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, ou qu'on va recommencer, ou qu'on va dire, bon, on s'en fout, etc. Non, non, mais ça veut dire que vous en prenez la responsabilité, c'est vrai, là, je me suis planté, j'aurais pas dû, mais et ça a été un élément, mais ça n'a pas été le seul élément. Bien entendu, réfléchissez un peu. C'est pas parce que vous avez un défaut que tout a planté.
Ce défaut a peut-être été un élément, mais il y a eu d'autres choses. Et il y a eu aussi des défauts de l'autre. Enfin, ça a été un travail quand même qui a été fait à deux. Donc, ça ne sert à rien de vous culpabiliser et de tourner en rond et de vous victimiser. Il est temps de vous pardonner. Ensuite, il est aussi important de mettre des limites en place. Souvent, si les choses se sont mal passées, c'est parce qu'on n'a pas osé mettre de limites au début de la relation, qu'on a permis certaines choses d'arriver que l'on n'aurait pas dû. Donc, il est toujours temps. Mettez ces limites, mettez-les en place et acceptez que vous les ayez mises et surtout faites-les respecter. Entraînez-vous à penser de façon rationnelle. Mettez un petit peu le haut là et dites-vous, bon, est-ce que c'est scientifique ce que je suis en train de dire là? Est-ce que c'est raisonnable? Franchement, est-ce que c'est rationnel? Bien entendu, je ne suis pas nul. Oui, c'est vrai que j'ai fait telle et telle connerie, mais ça ne me rend pas nul. Et repartez un petit peu, réfléchissez un petit peu sur cette idée de valeur dont je viens de parler. Acceptez vos émotions. Certaines d'entre elles sont difficiles à accepter. Il est difficile des fois d'accepter que l'on ait de la colère ou que l'on ait certaines émotions fortes. Acceptez que vous les ayez. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les travailler, bien au contraire, parce que si vous ne les acceptez pas, en tout cas, vous ne pouvez pas les travailler si vous ne les acceptez pas. Donc, il est important de les accepter, de mettre un mot dessus, de les préciser, de les détailler et de les travailler. Et ça commence donc avec l'acceptation. Et alors, vous allez avoir aussi un critique intérieur qui va vous dire plein de bêtises. C'est celui que j'appelle le lutin, généralement, parce que dans la mythologie danoise, enfin nordique, le lutin, est, en fin de compte, est un petit personnage très désagréable qui peut qui peut vraiment mener des accidents et des horreurs sur la maison si on ne le satisfait pas et si on n'est pas gentil envers lui. Et donc, le lutin, on a tous un petit lutin ou un petit dictateur en tête qui a une tendance à vous dire des choses très négatives et à vous dire, ben voilà, t'as encore planté, tu sais rien faire, tu dis toujours des bêtises, enfin bref. Sur mon site internet, malka.fr, j'ai un texte sur le critique intérieur très négatif et ce que l'on peut y faire, parce qu'il y a certaines méthodes pour s'en débarrasser, ou en tout cas pour y mettre une sourdine. L'une d'entre elles, c'est le questionner. Et une autre chose importante, c'est penser que ce critique intérieur, ce fameux lutin, en fin de compte, il ne vous veut pas du mal nécessairement. Ce qu'il veut, c'est vous avertir, c'est vous protéger. Et il le fait donc avec ces mots, et malheureusement, ce sont des mots qui sont relativement destructeurs. Donc, questionnez-le et reformulez. Sans ça, allez sur malka.fr et dans l'une des premières pages, vous allez voir l'article sur le critique intérieur. Subvenez à vos besoins, soyez indépendant ou indépendante, c'est très important. Il faut qu'en fin de compte que le partenaire soit la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas qu'il soit le plat de résistance. Il faut que vous soyez capable de subvenir à vos besoins, d'être fier de vous suffisamment, d'être bien en équilibre, d'être zen et de pouvoir subvenir à vos besoins. Si vous êtes dans une situation de dépendance, là, de toute façon, tôt ou tard, ça ira mal parce que vous risquez de tomber encore une fois sur quelqu'un qui va vous exploiter. J'ai d'ailleurs fait un webinaire sur la dépendance affective que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Souvenez-vous de qui vous êtes. Là aussi, on peut avoir dans certaines relations, on peut avoir changé un petit peu son identité, sa personnalité pour faire plaisir à l'autre. Et il est peut-être temps de questionner ce genre de situation. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que c'était vraiment celle que vous étiez? Est-ce que vous aimiez vraiment être comme ça? Ou est-ce qu'il faudrait revenir un petit peu en arrière et recentrer certaines choses? Vous voyez du monde, sortez, vivez et apprenez à contrôler vos pensées. Et surtout, donc, soyez bon ou soyez bonne envers vous-même, c'est-à-dire mangez équilibré, pas trop d'alcool, ne fumez pas comme un pompier. Enfin bref, là, j'ai pas besoin de vous faire un cours sur comment on vit sainement aujourd'hui. On est en 2020, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais il est temps donc de vous recentrer, de vous remettre sur les rails pour vous et en vous. Et seulement après, commencer éventuellement à penser
à retrouver un petit chéri ou une petite chérie. Il est très important de ne pas passer d'une relation à l'autre, de ne pas. Il est très important de vivre cette rupture, de travailler la rupture, de vous recentrer, de remettre vos valeurs, de mettre vos limites en place, et puis une fois que vous êtes bien, que vous êtes en équilibre, vous pouvez commencer à essayer de voir si vous pouvez, enfin, s'il y a dans les environs quelqu'un ou quelqu'une qui vous intéresse. Mais ne passez pas trop rapidement à une autre personne parce que vous avez de fortes chances pour tomber sur un manipulateur ou pour en faire des frais encore une fois. Enfin, si vous avez des difficultés, faites-vous aider, il n'y a pas de mal à ça. Contactez un psy à qui vous avez confiance ou qui vous pensez peut vous aider. Et puis travaillez ça et travaillez avec vous. Seulement en travaillant au travers de toutes ces différentes phases, vous pouvez vivre votre rupture, vous pouvez finir votre rupture, finaliser cette rupture et puis avancer. Tant que vous restez donc dans cette valorisation, dévalorisation et autocritique, vous n'avancerez pas, vous restez en fin de compte toujours dans la première partie de la rupture. Vous êtes obligé de laisser tomber ces choses-là et d'avancer si vous voulez vous en sortir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur la peur de l'amour. Si vous avez à un moment donné une idée pour un autre webinaire, faites comme cette dame qui m'a envoyé cette question. N'hésitez pas, écrivez-moi à cyril@malka.fr. Alors ça peut prendre du temps parce que cette question, si je me souviens bien, je l'ai eue l'année dernière. Mais je mets ça dans ma petite boîte à idées et puis je les ressors quand le temps est venu. Et donc, sinon, je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours pour une autre vidéo, un autre webinaire sur un autre sujet. Mais sans ça, donc pour l'instant, bonne soirée ou bonne journée. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.